Euh, Bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Angleterre pour évoquer la proclamation présidentielle du 22 juin 2020 qui est entrée en effet le 24 juin et qui a imposé de nouvelles restrictions en matière de visa, de travail et d'accès au territoire américain. Je suis Ludivine Wolksik, la directrice générale de la Chambre de commerce franco-américaine basée à Boston. Nous assistons les sociétés françaises de petite taille et les entrepreneurs à s'installer et à développer leurs affaires dans la région de Nouvelle-Angleterre. Nous organisons également des Learning Expeditions de découverte de l'écosystème innovant de Boston. Nos principaux secteurs d'activité sont les sciences de la vie, le digital et la technologie. Si vous assistez à un webinaire de la FACNE pour la première fois, nous vous encourageons à rejoindre notre liste de distribution pour être informé de nos activités et de nos prochains événements, virtuels et non virtuels, et également considérer une adhésion. Nous sommes une société à but non lucratif. Alors, avant de commencer la présentation, je voudrais juste partager avec vous quelques éléments logistiques. Tout le monde est sur mute pendant cette présentation qui durera donc 20 minutes, qui sera suivie par 40 minutes de questions et réponses avec notre experte Adeline Simenon. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire en utilisant la fonction Q&A qui devrait apparaître donc au bas de votre écran. Et nous allons traiter en priorité les questions qui nous ont déjà été adressées puisque nous en avons reçu de nombreuses. Donc, notre expert aujourd'hui est Adeline Simenon. Adeline est une membre de longue date de la FACC de Nouvelle-Angleterre. Elle est avocate, elle est de nationalité franco-suisse et américaine et elle est associée au sein du cabinet Paul Frank et Colline. Elle est spécialisée dans l'accompagnement de sociétés européennes et canadiennes dans l'implantation aux États-Unis et elle représente des sociétés de toute taille, donc qui opèrent sur l'intégralité des États américains. Donc les secteurs dans lesquels travaille Adeline peuvent être aussi variés que les technologies de l'information, les sciences de la vie, la construction spécialisée, la fabrication industrielle, l'agroalimentaire, la chimie, la distribution. Et elle conseille également des startups et des entrepreneurs étrangers et des investisseurs en matière de formation d'entités juridiques et démarrage des activités aux États-Unis. Avant d'exercer dans le cabinet Paul Frank et Colline, Adeline était basée en Californie, à Santa Monica, et elle a également enseigné dans diverses universités de Californie. Elle est admise au barreau de New York et donc est une liaison avec le US Customs and Border. Pour plus d'informations sur le profil d'Adeline et pour éventuellement la contacter, vous pouvez la contacter via LinkedIn. Donc avant de donner la parole à Adeline pour nous donner quelques éléments de contexte, nous tenions à insister sur le fait que le webinaire d'aujourd'hui est une session d'information et que bien sûr, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre situation particulière ou la situation de votre société, il est indispensable de travailler avec un avocat d'immigration spécialisé pour votre cas. Donc, Adeline, on va pouvoir commencer d'abord avec quelques éléments de contexte. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce qui a conduit à cet executive order et quels sont en fait les visas qui sont concernés? Oui, merci Ludivine et bonjour à tous. Je pense que cette proclamation est tout à fait en lien avec la politique de l'administration Donald Trump qui est de limiter l'immigration américaine de plusieurs façons. Et ça fait suite à certaines mesures qui ont déjà été prises récemment. Cette proclamation spécifiquement qui a été adoptée la semaine passée et effectivement au 24 juin, affecte spécifiquement les demandeurs de visa H, L et G. Et ce sont seulement des personnes qui n'ont pas de visa valide dans
dans leur passeport. Donc, c'est des premiers demandeurs de ce type de visa-là. Ces personnes-là sont affectées si donc, elles sont en dehors des États-Unis et n'ont pas de visa H, L et G et souhaitent en demander un. Donc, ces personnes-là et leurs familles ne peuvent pas se rendre au consulat ou à l'ambassade pour faire ce genre de demande et demander à entrer sur le territoire américain. La proclamation, en revanche, ne s'applique pas du tout à des travailleurs étrangers ou, les membres de leur famille qui ont à l'heure actuelle ce type de visa-là dans leur passeport. Ça a été très clair et ça a d'ailleurs été confirmé par la White House hier soir dans un communiqué qui est un amendment à la proclamation. Donc, les gens qui ont des visas valides JHL dans leur passeport ne sont pas affectés par cette proclamation. Il faut savoir aussi que cette proclamation où les gens qui ne sont pas affectés demeurent affectés par les autres travel bans et autres restrictions en matière d'immigration qui sont en place à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un valide visa, qu'il soit H, L ou G, qu'on peut rentrer à l'heure aujourd'hui à cause du travel ban. Donc, une personne qui se situe en dehors des États-Unis, qui est dans un des pays listés dans la zone Schengen, l'Angleterre, l'Irlande, la Chine, Iran et Brésil. Le Brésil est aussi listé depuis quelques jours. Ces personnes-là ne rentrent pas aux États-Unis à l'heure actuelle. Il faut savoir aussi que les consulats et ambassades ont bien évidemment été très, très affectés, ont été fermés depuis plus ou moins le mois de mars et ils commencent tout juste à réouvrir. Et on a entendu, d'après ce que nous voyons, on a des dossiers E2 en traitance à l'ambassade américaine de Paris. Ceux-ci ont été envoyés il y a quelques semaines et on commence à avoir et obtenir des rendez-vous pour courant juillet-août. Donc, les affaires reprennent tout doucement au sein des ambassades et des consulats pour certains types de visas, évidemment, pas d'autres. Il faut savoir aussi qu'une question qui revient de manière récurrente, c'est est-ce que je peux lancer une procédure de green card ou demander ce qui s'appelle le US Permanent Residency Status. Si je suis aux États-Unis, oui, ça n'est pas affecté, ça n'a jamais été affecté. Donc, toutes ces demandes-là, toutes ces demandes en fait qui sont envoyées auprès de USCIS ne sont pas impactées par cette proclamation, enfin celle de la semaine dernière ou toute proclamation précédente. Donc une personne qui est aux États-Unis avec un valid status et les membres de sa famille peuvent lancer des procédures de green card, bien évidemment si un visa est disponible. En parlant du USCIS, on a juste entendu que les employés de USCIS viennent de recevoir des notifications de congés forcés qui pourraient affecter jusqu'à 70% des employés de l'agence d'immigration USCIS aux États-Unis à partir du 3 août, à moins que le Congrès donne des fonds additionnels pour opérer cette agence du gouvernement. Donc, si c'est le cas, ça va entraîner des délais de traitement qui sont déjà très longs. Ça va créer d'autres problèmes, des problèmes de traitement encore plus longs que ce que nous avons déjà à l'heure actuelle. Donc, la proclamation, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est la proclamation de la semaine dernière, cette proclamation qui limite en fait les ambassades et les consulats, qui les empêche de délivrer des visas HLG jusqu'au moins la fin décembre de cette année. Donc, cette proclamation ne s'applique pas à un travailleur étranger qui est l'époux ou l'enfant d'un citoyen américain. Ça ne s'applique pas non plus à un travailleur étranger dont l'entrée aux États-Unis serait favorable à ce qui s'appelle le US National Interest, et on va en parler un petit peu davantage dans quelques minutes. Ça ne s'applique pas non plus à un travailleur étranger qui vient rendre des services de manière temporaire aux États-Unis et dont les services en fait sont essentiels pour l'industrie alimentaire. Donc, food supply chain, c'est le term of art. Et ça ne s'applique pas non plus au lawful permanent resident des États-Unis. Donc, c'est un peu en ligne avec ce qui existait déjà dans les proclamations antérieures. Au niveau je voulais parler un petit peu du National Interest Waiver parce que je pense que ça peut intéresser énormément de gens.
on a reçu des instructions spécifiques de Custom Border Protection, en tout cas à l'aéroport de JFK à New York, qui nous indiquent de quelle manière et quelle est la procédure en fait pour lancer ce genre de demande. Donc c'est une exception à la règle qui empêche toute personne de rentrer à l'heure d'aujourd'hui aux États-Unis, même si celle-ci a un visa. Si cette personne peut prouver ou son employeur peut prouver que les services de cette personne sont pour le national interest des États-Unis, on peut faire ce genre de demandes. Ce sont des demandes qui sont traitées localement par CBP auprès des aéroports qui traitent et qui reçoivent les voyageurs en provenance d'Europe. Donc, il y a 15 aéroports à l'heure actuelle qui peuvent traiter de ces demandes-là. Encore une fois, l'enjeu, c'est de démontrer que le retour d'un de vos employés qui a déjà un visa, ou qui va obtenir un visa bientôt, mais quelqu'un qui a déjà un visa peut revenir aux États-Unis si vous pouvez démontrer que son retour va bénéficier une ville, un État, une municipalité, soit économiquement ou autrement. Ou même aider en fait l'économie américaine à redémarrer. Donc c'est ouvert à pas mal d'interprétations. Si vous souhaitez faire venir une personne, moi j'ai plusieurs dossiers en cours pour des sujets comme ça, pour des personnes dont le retour est indispensable afin de faire continuer une production dans une usine de manufacturing, etc. Et tout. Donc ça, ce sont des cas. C'est du cas par cas. CBP va traiter ces demandes-là au cas par cas et uniquement dans des cas qui sont très clairs et qui prouvent très clairement qu'il y a un impact, un enjeu économique très important si ces personnes-là ne reviennent pas de manière urgente aux États-Unis. C'est des demandes qu'on envoie entre 10 et 15 jours avant la date de voyage de retour souhaitée vers les États-Unis, puisque même au niveau de CBP, le Port Director va quand même lancer cette demande-là à un supérieur. Et si c'est approuvé, le CBP Regional Carrier Liaison Group en fait communiquera avec la compagnie d'aviation, le airline, pour indiquer que telle et telle personne va pouvoir revenir aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe. Donc les choses sont faites. Ce qui arrive, ou les retours possibles à l'heure d'aujourd'hui, sont faits vraiment localement en liaison avec CBP aux aéroports qui reçoivent ce genre qui reçoivent les passagers en provenance d'Europe, en tout cas. Pour revenir à la proclamation, les travailleurs étrangers qui ne sont pas impactés par la proclamation de la semaine dernière, au-delà des personnes que j'ai listées, ce sont les travailleurs qui donc souhaitent obtenir des visas E1, E2, E3, O1, P. Il y a aussi, il faut savoir que les accords, pour les Canadiens et pour les Mexicains, les permis L et TN ne sont pas affectés puisque les Canadiens sont ce qu'on appelle visa exempt. Ils ne vont pas chercher de visa. Donc, de ce fait, on a reçu confirmation de CBP que ces personnes-là continuent à pouvoir rentrer aux États-Unis. La restriction étant que lorsqu'une personne provient du Canada ou du Mexique, le voyage vers les États-Unis, si c'est un voyage par voie terrestre, le voyage doit être considéré essentiel. Sinon, il n'y a pas de retour possible non plus aux États-Unis. Ça ne s'applique pas pour les voyages via airline, enfin via avion. Les catégories de J1 qui ne sont pas affectées par cette proclamation, ce sont les J1 pour les physicians, les professeurs, les research scholars, les secondary school students, les short-term scholars. Et je crois qu'il y a une autre catégorie que j'ai oubliée, mais j'essaierai de revenir dessus. On a entendu qu'il y aura peut-être des impacts sur les H4 et les autorisations d'emploi pour les H4. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver par la suite si l'administration Trump continue de prendre des mesures restrictives en matière d'immigration. L'autre élément dont on a entendu parler ou qui pourrait arriver, c'est que et ça, c'est le journal Forbes qui en a aussi parlé, c'est que il est possible que le prochain move de l'administration Trump, ce soit de
de demander à ce qui s'appelle les Labor Certification, donc c'est ce qu'on appelle les PERM, c'est quand un employeur américain souhaite recruter un travailleur étranger et doit en fait démontrer qu'il n'y a pas de travailleur minimalement qualifié pour cette position-là aux États-Unis. Donc il y a tout un procédé de demande auprès du Department of Labor en indiquant qu'on a advertised pour la position, que personne n'a appliqué ou que les personnes qui ont appliqué ne qualifient pas. Donc, on anticipe on pense que l'administration Trump pourrait possiblement demander à ce que certaines de ces PERM qui ont été approuvées dans les catégories Second Employment Base et Third Employment Base soient réévaluées, ce qui affecterait un nombre énorme d'applicants. Et les données qu'on a reçues, c'est qu'il y a à peu près 350 000 Indiens professionnels avec ce qu'on appelle des pétitions Form I-140 qui ont été approuvées, qui attendent justement qu'un visa soit disponible, qui pourrait être affecté, mais il n'y a pas que. Donc, ça, c'est ce qu'on anticipe peut-être comme prochain move de l'administration Trump. Voilà. Donc, Ludivine, je ne sais pas si tu veux qu'on passe sur les questions. Moi, j'ai plus ou moins fini sur ma présentation de la proclamation. Oui, donc on va passer sur les questions. Alors, il y a des questions sur lesquelles je pense que tu as déjà commencé à répondre. Donc, des inquiétudes donc, de personnes qui ont déjà des visas valides aux États-Unis, qui sont actuellement aux États-Unis, par exemple, sous visa L, et qui s'interrogent effectivement, peuvent-ils quitter le territoire américain, re-rentrer sans problème? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est également de personnes sous visa L actuellement valides, mais qui vont avoir besoin de renouveler dans les mois qui vont suivre, dans les semaines et les mois qui vont suivre et avant le 31 décembre. Comment va-t-il falloir procéder pour cette extension, ce renouvellement? Voilà, donc merci Ludivine. Donc je pense que, est-ce qu'il y a moyen de voir les questions sur le côté, sur le… Alors, tu peux les voir sur le chat. Alors, il faut que je mette chat, d'accord. Ok, très bien. Donc, oui, donc encore une fois, les personnes qui détiennent un visa valide dans leur passeport, que ce soit un L, un H ou un J, ne sont pas affectés par la proclamation Trump. Est-ce qu'ils peuvent voyager? Ça n'a rien à voir avec la proclamation. Ça a à voir avec le travel ban. Est-ce que vous allez rentrer en France, par exemple? Est-ce que vous allez pouvoir revenir? À l'heure d'aujourd'hui, non. Ce n'est pas parce que vous avez un visa valide que vous allez pouvoir revenir aux États-Unis, à moins que vous qualifiez sous une des exemptions. Donc, voilà. Donc, nous, nos recommandations, c'est stay put, restez aux États-Unis, ne voyagez pas, parce qu'on ne sait tout simplement pas quand cette travel ban va être levée. Personne ne peut le savoir. L'Europe a adopté très récemment des mesures restrictives envers les États-Unis, donc on peut aussi anticiper une réaction de l'administration Trump qui pourrait éventuellement prendre ça mal et peut-être étendre justement ces mesures restrictives. Donc, personne ne peut savoir, mais à l'heure d'aujourd'hui, voyager en Europe, à moins que ce soit très critique, pour une situation critique, ce n'est absolument pas recommandé, même si on a un visa valide dans son passeport. D'accord. Pour les renouvellements, tout renouvellement se fait depuis les États-Unis. Donc, quand on demande une extension, on a la possibilité pour étendre donc un A, un L, un H, un E, n'importe quel permis, un O. On peut faire ça en envoyant le dossier auprès de USCIS qui continue à traiter de ces demandes-là. USCIS a toujours continué à traiter de ces demandes-là depuis mars. Il n'y a eu aucune interruption. Les seules interruptions étaient les in-person interviews, donc quand quelqu'un devait se faire fingerprinted ou des choses comme ça. Sinon, tout le reste, le service a toujours été continu, bien qu'ils aient mis en suspension, qu'ils aient suspendu, je ne sais pas comment dire, voilà, le premium processing pour un moment, donc les traitements en accéléré de certains dossiers, mais l'USCIS continue donc à traiter de toutes ces demandes-là qui sont faites depuis les États-Unis. Vous restez aux États-Unis pendant la durée de traitement de ces dossiers-là. Et parce que le visa n'est qu'un document de voyage. Un visa, c'est donc c'est le document estampé dans votre passeport à l'ambassade qui vous permet en fait de demander une admission aux États-Unis. Donc là, vous allez demander une extension du L, du O, du E, de ce que vous voulez. Et en parallèle de cette demande d'extension, vous demandez également à ce que votre durée de séjour autorisée sur les États-Unis, donc c'est le fameux formulaire I-94, soit étendue.
pour la durée requise, la durée d'emploi requise. Donc, dans le passé, ce qu'on pouvait faire, c'est que les gens qui avaient des visas valides, elles, par exemple, pouvaient sortir du territoire après qu'une demande ait été reçue et envoyée pour une demande d'extension de statut. Mais encore une fois, maintenant, on ne peut plus recommander ces choses-là puisque tout simplement, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas quand ces personnes-là vont être autorisées à revenir sur le territoire américain. Donc, les best scénarios et les mesures les la façon de procéder à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'éviter tout voyage en Europe pour des vacances, même si c'est très dur pour beaucoup d'entre nous, et de faire file des extension of status avec le USCIS et de rester ici, puisque tout voyage, encore une fois, reste sujet au travel ban. D'accord. Et donc ça va être valable aussi pour la green card. Des personnes qui veulent par exemple passer d'un E2 à une green card, ils vont pouvoir continuer à faire la demande depuis le territoire américain. Tout à fait, oui. Donc, une personne qui a un dossier ou qui souhaite lancer, donc une personne avec un permis L, un visa L, qui souhaite faire une demande et qui a un formulaire I-140, donc qui a une Immigration Petition qui a été approuvée par le USCIS et qui a un visa disponible immédiatement pour lui ou elle et sa famille, parce que ça dépend aussi des classifications, soit Employment Base 1, 2, 3, et ça dépend aussi du pays de naissance. Donc, une personne qui est aux États-Unis et qui souhaite, qui a donc une formulaire I-140 approuvée et qui a un visa disponible pour lui ou elle et sa famille peut faire ce genre de demande, peut lancer les demandes de carte verte puisque cette personne-là est depuis les États-Unis. Et ça a à faire avec la proclamation antérieure, pas celle de la semaine dernière, mais celle d'avant, qui indiquait que il y a une suspension temporaire des visas immigrants émis par les consulats et les ambassades à l'étranger. Voilà. Donc, encore une fois, ça n'affecte que les gens qui sont en dehors des États-Unis. On a une question également sur les exceptions concernant le L1. Donc, quelqu'un qui sortirait quand même du territoire américain, est-ce que le fait d'avoir un enfant de nationalité américaine, est-ce que ça peut faciliter le retour? Est-ce que c'est une exemption? Alors, oui. Donc, avoir un enfant, oui, seulement s'il est en dessous de l'âge de 21 ans et s'il n'est pas marié. Mais effectivement, les retours sont possibles. Et ça n'a rien à voir avec cette proclamation de la semaine dernière, mais celle d'avant. Donc, ça fait partie des exemptions. Elles sont traitées aussi au cas par cas, mais encore une fois, il suffit de voyager avec un document qui indique telle personne est aux États-Unis. Enfin, il faut montrer le lien de parenté, donc les documents indiquant le lien de parenté. D'accord. Aline, on a une question sur le timing pour les nouvelles demandes de visa. Donc, est-ce qu'il sera possible d'initier des demandes de visa qui ne prendraient effet qu'après la fin du ban? Donc, la question, c'est voilà, pour pouvoir partir dès 2021 aux États-Unis, est-ce que tout est gelé? Rien n'est gelé à part les licences, la délivrance des visas H, L et J auprès des ambassades et consulats pour les premiers demandeurs dans cette catégorie-là. Le reste des dossiers sont traités. Nous, comme je vous dis, on a des dossiers E2 en traitance à Paris, Toronto, etc. Et on reçoit des rendez-vous. Donc, après, je ne sais pas ce qui va se passer avec les élections américaines. Hein. C'est quand même des mesures qui sont prises par l'administration Trump essentiellement pour rallier la base par rapport aux élections de novembre. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer si en novembre, Donald Trump est réélu ou s'il n'est pas réélu. S'il n'est pas réélu, très clairement, il va y avoir une levée de toutes ces restrictions très rapides. S'il est réélu, je ne sais pas. A priori, je ne vois pas l'intérêt pour lui de continuer certaines de ces mesures, mais je ne sais pas. Donc, monter des dossiers maintenant pour une arrivée en janvier, pourquoi pas? C'est un peu tôt, je dirais, et ça dépend dans quelle catégorie de visa. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer avec les L. Il y a une lawsuit qui est en cours, hein. Il y a une poursuite judiciaire contre cette proclamation, puisque cette proclamation affecte un nombre incalculable
l'idée derrière la proclamation Trump, c'était de protéger les travailleurs américains qui ont été lay-off à cause de COVID-19. En revanche, on est tous d'accord que beaucoup de gens qui viennent avec des permis L1A, notamment, sont des investisseurs, des gens qui viennent recruter, lancer des activités, des usines, des compagnies aux États-Unis qui elles-mêmes créent des jobs. Donc, on essaie de voir de quelle manière, en tout cas, ça ne fait pas de sens. Donc, il y a des négociations en cours et peut-être qu'il y aura des changements aussi approuvés par l'administration Trump plus tard pour faciliter en tout cas ces dossiers-là. D'accord. Alors justement, parlons des alternatives pour les sociétés qui embauchent régulièrement des personnes sous visa L dans le cadre du développement de leurs affaires aux États-Unis. Quelles sont les alternatives pour eux? On nous pose une question justement sur le E2. Le 2 reste un favori, hein. Ça a toujours été un favori, ça reste un favori. Donc le visa E2, je pense que moi j'ai un grand nombre de dossiers L que je suis en train de changer pour des E2. Après, ce n'est pas toujours possible. Le E2 a certains critères, comme notamment justifier d'un investissement substantiel. Après, l'investissement est calculé. Il n'y a pas de nombre magique. Ce n'est pas les 100 000 $ que vous allez lire sur Internet. C'est déterminé en fonction de la nature de l'entreprise. Donc, si vous avez une petite entreprise, on peut parler d'investissement beaucoup moindre, de l'ordre de 50 000 $, etc. C'est vraiment une analyse qui est faite au cas par cas. Ces dossiers-là restent traités par toutes les ambassades et les consulats. Les visas, bon, la réciprocité, malheureusement, est passée de 5 ans à 15 mois avec la France. Récemment, mais ce sont toujours des visas tout à fait favorables et que nous envoyons, moi et mes collègues, tout le temps et que nous allons probablement envoyer de plus en plus puisque les gens qui souhaitaient des L et qui ne peuvent pas les avoir, en tout cas pour l'instant, et s'ils qualifient pour le E2 aussi, ça va être un des seuls moyens pour nous de faire venir ces personnes-là aux États-Unis. Après, il faut savoir qu'il y a les permis sous NAFTA qui permettent de faire venir beaucoup des citoyens mexicains et canadiens aux États-Unis sous les traités de l'ALENA. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a aussi les possibilités de visa O pour le business. Il y a des H3 pour des mid-level managers. Il y a d'autres possibilités. D'accord. Alors, toujours une question sur le visa E2 et tu viens de confirmer, donc il est toujours envisageable, possible de demander des visas E2. Est-ce que tu as le sentiment que les E2 ont plus de chances d'aboutir maintenant qu'en période normale, entre guillemets? Je pense pas. Je pense qu'encore une fois, ça dépend du projet et de la façon dont il est monté, etc. Et tout. Je pense qu'il y a une énorme confusion au sein des E2. Moi, je récupère des dossiers souvent où les gens n'ont pas forcément appliqué sous la bonne catégorie. Ils s'appellent investisseurs, que ce sont des employés, etc. Et tout. Donc, il faut connaître le programme du visa E2. Mais il a toujours été… je pense que de dealer avec l'ambassade ou les employés de l'ambassade, notamment à Paris, mais dans d'autres postes consulaires, c'est un avantage par rapport à envoyer des dossiers d'abord en traitance avec USCIS et ensuite envoyer à l'ambassade ou au consulat. C'est des gens qui souvent sont très compétents et qui revoient les dossiers. Et un bon dossier a toujours fonctionné et devrait continuer à fonctionner. Est-ce qu'il y aura plus de demandes maintenant? C'est clair, c'est sûr et certain, puisque voilà, on a de moins en moins de possibilités. D'accord. Alors, j'aborde maintenant les questions un petit peu sur les visas de conjoints. Et on a une question sur les J2, donc, qui sont rattachés au J1. Est-ce que si un visa J1 a déjà été délivré, peut-on être confiant que le visa J2 pour mon conjoint sera délivré? C'est une très, très bonne question. Et j'ai envie de dire… J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas. Non, il faudrait que je me pose la question. Donc, j'imagine que c'est une personne qui a déjà un visa G1, qui est déjà aux États-Unis et qui attend peut-être que sa conjointe le rejoigne avec un G2 et donc cette personne-là devrait aller chercher un G2 aux États-Unis, à l'ambassade ou au consulat. Oui, tout à fait. Donc, l'aspect J2, puis également de manière… À mes yeux, oui, parce que l'analyse que je ferais, c'est qu'une
qu'à l'heure de la proclamation, le principal, qui est le G1 holder, avait un valide J1 visa. Donc, de ce fait, je pense qu'il y a un argument très valide à faire que l'époux devrait pouvoir se rendre aux États-Unis puisqu'il n'est pas touché. Parce qu'encore une fois, le J2, ce n'est pas vraiment un vrai visa, c'est relié 100% au J1. Donc, je me dis que le J1, ayant eu ce visa-là valide avant la proclamation, je pense qu'il y a un argument valide auprès de l'officier consulaire à faire pour qu'il délivre le J2. C'est à vérifier. D'accord. Concernant les autorisations de travail, donc quand on dispose déjà d'un visa valide de travail, E2 pour un conjoint ou un J2, mais par contre, on n'a toujours pas reçu son autorisation de travail. Est-ce qu'il faut être inquiet que cette autorisation prenne beaucoup de temps ou qu'elle ne soit pas confirmée avant la fin de l'année? Alors ça, j'imagine que ça a à faire avec le formulaire 765 pour les demandes de ce qui s'appelle Employment Authorization Document, les EAD cards, les fameuses EAD cards. Celles-ci, elles prennent en moyenne 6 mois à être délivrées à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut prendre mal en patience et il faut lancer les demandes de renouvellement au plus tôt possible. D'accord. Il ne faut pas travailler dans l'intermédiaire, à part, il n'y a que certaines catégories qui font preuve d'exception, mais la majorité des gens n'ont pas le droit de continuer à travailler une fois que la carte est expirée jusqu'à ce qu'ils obtiennent une nouvelle autorisation. D'accord. Je passe à une autre catégorie de visa donc, qui n'a pas été, donc, qui ne tombe pas sous l'effet du nouvel Executive Order, mais donc le visa B1. Une personne nous dit qu'elle a un visa B1 valide pour 10 ans et en cours. Est-ce qu'elle a levé du travel ban? Je pourrais revenir aux États-Unis. Ça, ce sont mes questions favorites sur les B1 parce que c'est le visa le plus abusé et l'administration américaine en est très, très conscient. D'ailleurs, juste une petite side note avant de parler du B1 et de ce qu'un B1 de 10 ans vaut. Il y a aussi une autre possibilité de catégorie pour faire venir des gens de manière temporaire aux États-Unis, c'est ce qui s'appelle le B1 au lieu de H1B. Donc, à mon avis, beaucoup de gens vont utiliser aussi celui-là. Et c'est un très, très bon visa pour faire venir des gens qui sont, par exemple, un ingénieur qui est payé en France, qui doit venir pour une période de moins de 6 mois aux États-Unis sur un projet concret. Ces personnes-là vont pouvoir continuer à venir pour faciliter cette installation ou ce projet aux États-Unis. Pour ce qui est du B1 valide 10 ans, la plupart des B1 sont issus pour une période de 10 ans. Encore une fois, un visa, c'est juste un document de voyage. Donc, c'est un document qui vous permet de vous présenter à la frontière américaine et devant les agents de Customs Border Protection en indiquant que vous souhaitez rentrer aux États-Unis. Ça ne vous donne pas l'autorisation de rentrer aux États-Unis. Vous avez le droit de rentrer aux États-Unis simplement pour des activités qui sont autorisées. Et en l'occurrence, le B1, voilà, il n'y a qu'un nombre très, très minimum d'activités qui sont autorisées, notamment faire du service après-vente pour certaines entreprises ou rencontrer certains clients. Mais travailler aux États-Unis avec un B1 est absolument non autorisé. Il y a l'exception, c'est le B1 au lieu de H1B ou le B1 after sales. C'est à peu près les seules exceptions à la règle, qui est qu'un B1 ne vaut pas grand-chose, même s'il est valide 10 ans dans votre passeport. C'est encore une fois, ça vous permet juste de demander à l'agent d'immigration de rentrer aux États-Unis, mais vous allez toujours devoir convaincre l'agent d'immigration que vos activités aux États-Unis ne sont pas du travail et que vous n'avez pas d'intention immigrante. D'accord. Une question concernant le statut de contractor. Donc, en tant que contracteur localisé en France, mais travaillant pour une entreprise aux États-Unis, peut-on faire une demande d'ESTA pour un séjour durant la période du Work Visa Ban? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Un contracteur en France souhaite rentrer avec un B1 sous ESTA ou sous… Donc, la différence entre un ESTA et un B1, c'est que le ESTA, c'est un B1, sauf que pour certains pays, on peut venir pour une période de moins de 90 jours. Pour toute période de plus de 90 jours, ou si on est d'un certain pays, là, on doit aller chercher un B1, donc c'est le visa au consulat ou à l'ambassade. Tu peux me répéter la question parce que je n'ai pas compris. Tu souhaites venir faire quoi? C'est un contracteur qui souhaite venir faire quoi aux États-Unis? Alors, je pense que la personne souhaite travailler aux États-Unis puisqu'elle dit qu'elle est contracteur localisé en France, mais travaillant pour une entreprise aux États-Unis.
Ah ouais, mais non, on ne rentre pas avec un B1, à moins qu'encore une fois, ils rentrent dans le cadre du B1 au lieu de H1B ou pour faire du service après-vente. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui ne sont pas forcément employés d'une certaine entreprise française, mais qui ont une expertise particulière sur un procédé ou un équipement vendu, par exemple, par une compagnie française à une entreprise américaine et qui viennent faire de l'installation, du commissioning, du service après-vente ou de la garantie. Donc, eux peuvent rentrer effectivement avec le B1. Mais c'est un peu dur pour moi de donner une opinion là-dessus sans avoir plus d'informations. D'accord. Bien. Alors, un autre visa, le visa F1. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais je la pose puisque ça faisait partie des questions qu'on avait reçues. Donc, peut-on toujours prendre rendez-vous à l'ambassade pour obtenir un visa F1? Et si oui, pourquoi l'ambassade des États-Unis à Paris a annulé plusieurs fois les demandes de rendez-vous visa qui étaient déjà programmées? Parce que tout simplement, l'ambassade et les consulats à travers le monde et en Europe particulièrement ont été shut down. Ils ont complètement fermé. Il n'y a eu plus d'opérations pendant des tas de semaines. Et donc, ils ont annulé beaucoup de rendez-vous qui peuvent maintenant être de nouveau, on peut faire de nouveau des demandes de rendez-vous et là, pour l'instant, elles ont l'air de tenir. Mais il va y avoir un backlog, effectivement. Mais tout à fait, une personne, un F1 student n'est pas affecté par les proclamations. Et il ou elle reste sujet au travel ban. Mais encore que non, il y a des restrictions, justement, il y a des exceptions, mais demander un rendez-vous à l'ambassade ou au consulat, ça devrait être possible et on les voit. L'ambassade prend de nouveau des rendez-vous, donc il faut recontacter l'ambassade, même s'il il y a eu des millions de rendez-vous annulés, donc c'est pas juste pour les étudiants, mais il faut recontacter l'ambassade et reprendre un rendez-vous. D'accord. Alors, je reviens sur le J1. Donc, nous avons une question sur la transition d'un visa J1 à un visa de travail à plus long terme, comme le E2. Donc, comment faire pour contourner la règle initiale qui force tout J1 à quitter le territoire américain une fois son programme terminé? Là, j'imagine que c'est une personne qui doit être en J1 trainee actuellement et qui s'interroge sur comment revenir comme travailleur permanent aux États-Unis. Oui, effectivement, le J1, c'est un visa, ce qu'on appelle non-immigrant, et dont l'objectif est de venir acquérir une certaine compétence aux États-Unis pour ensuite l'appliquer dans son pays d'origine. Donc, l'idée de ce J1 est effectivement de retourner en France. Et beaucoup des organisations qui délivrent ces J1 demandent à ce que l'applicant signe un formulaire indiquant qu'il ne va pas chercher à changer de statut aux États-Unis notamment. On voit ça souvent. Il est possible de demander, je pense que comme beaucoup de choses, ce qui compte, c'est l'intention au moment où vous avez appliqué pour le visa à l'ambassade ou au consulat. Et il est possible, il demeure possible de passer, par exemple, d'un J1 à un E2 ou un O. Enfin, il y a plusieurs possibilités de faire des changements de statut vers un permis de travail. Il existe des restrictions lorsqu'une personne souhaite revenir avec un J1. Donc, personne qui a déjà fait un J1 et veut revenir avec un J1, je pense que là, il y a des restrictions qui sont beaucoup plus en place et qui affectent, qui imposent en fait de rester sur le territoire français pour un certain moment pour rétablir des liens avec ce territoire-là, le home country. Mais de passer d'un J1 à un permis de travail, ça demeure possible. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous avaient été envoyées en amont. Donc, je vais maintenant prendre celles qui sont dans le chat et dans le Q&A. Donc, une question générale de Stéphanie. Est-ce que la proclamation du 22 juin est binding? Est-ce que le Sénat pourrait la overturn? Ben non, mais ça fait partie des executive orders, donc des pouvoirs du président de passer certaines, justement, ça fait partie de ses privilèges. Oui. Voilà. Donc, la réponse, Stéphanie, est non.
Une question d'Élodie sur les travailleurs essentiels, par exemple en santé. Est-ce qu'ils font partie des cas particuliers, donc ils peuvent quand même continuer à postuler au visa H1B, L et J1? Est-ce que si on est un travailleur, si on est considéré travailleur essentiel, on peut continuer à postuler de l'extérieur aux visas qui sont listés dans la Ben, programmation 22 juin? Je pense que oui, parce que ça ferait partie, encore une fois, ça tomberait sur la catégorie National Interest, ou donc effectivement, Recovery of the US. Donc je pense que oui, il y a un argument à faire comme quoi ça peut tomber sur cette exception-là. Encore une fois, c'est du cas par cas, hein, donc Ça va dépendre de la spécialité en santé, du profil. oui, oui, je pense que c'est vraiment, oui. On sait que tout ce qui était lié à Covid, de recherche Covid, etc. et tout, ne tombait pas sur les limites les limitations de l'administration de travail. Donc, c'est au cas par cas et ça dépend effectivement dans quel domaine. D'accord. Une question de Lucie. Donc, il y a un visa L sur son passeport, expire en 2022, mais la date de la pétition indiquée dessus a expiré en mars 2020. Elle a obtenu l'extension de la pétition jusqu'en mars 2022, mais la date n'est pas mise à jour sur le visa dans le passeport. Est-ce que ça va poser un problème lors du retour aux États-Unis? Non, pas du tout, parce qu'en fait, dans la mesure, en fait, ce qu'elle a fait, c'est justement ce dont on parlait avant. Elle a demandé une extension de son L1A et normalement, sur son formulaire d'approbation, la notice d'approbation, il devrait y avoir un nouveau I-94, qui est le formulaire qui lui permet de résider et de demeurer sur le territoire américain. Il faut bien comprendre deux choses très, très différentes. Le visa et le statut sont deux choses complètement différentes. Le visa, peu importe s'il est expiré quand vous êtes aux États-Unis, ce qui compte, c'est que vous ayez un statut. En revanche, la prochaine fois qu'elle voyagera à l'étranger, elle ne pourra pas revenir avant d'aller chercher un nouveau visa. Donc, le visa, c'est un document de voyage, de travail, de voyage. Le formulaire I-94, qui normalement figure au bas de la notice d'approbation qui a étendu son L1A jusqu'à 2021 ou 2022, c'est ce statut-là qui indique combien de temps elle est autorisée à demeurer aux États-Unis pour y faire quoi. Donc, sous statut L avec le nom d'entreprise. D'accord. Une question de Stéphanie. Est-il possible de travailler pour une société américaine à distance et d'être payé en dollars américains depuis l'étranger? J'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça sans autorisation de travail aux États-Unis? Et la réponse prudente est non. Il y a c'est interdit de faire ça avec un B1, avec ce genre de statut-là, ou en waiver. Et les époux de demandeurs principaux L1 et E2, même les époux, il y a une exception pour les E, mais les L2, nous recommandons toujours de demander un permis de travail à l'époux avant de travailler aux États-Unis, même si c'est du remote work. Donc, c'est même si c'est une personne qui travaille pour une entreprise étrangère depuis les États-Unis. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le laptop depuis les États-Unis. Ça peut être considéré du travail. C'est très souvent considéré du travail. Donc, dans la mesure où ces personnes-là, et je ne sais pas quel cas de figure se présente là, mais si c'est une personne dont l'époux, par exemple, a un L1, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut demander une Employment Authorization Document avant de travailler. Et travailler remotely pour une compagnie étrangère. En plus, si elle est payée aux États-Unis, ça c'est sûr, c'est du travail. Mais même pour les gens que je représente qui restent payés en dehors des États-Unis, je leur recommande d'avoir un permis de travail aux États-Unis. D'accord. Alors, je vois maintenant dans le Q&A plusieurs questions, mais bon, tu as déjà répondu sur les demandes d'autorisation de travail des L2, la capacité de sortir du territoire, de re-rentrer. Donc, une question de Nathalie sur donc le fait qu'elle est aux États-Unis sous visa L. Donc, ses enfants ont moins de 21 ans. Est-ce qu'ils peuvent venir nous voir depuis la France? Ont-ils le droit d'entrer? Alors, on n'a pas de précision sur le statut des enfants, en revanche.
Ouais, non, je pense que s'ils sont, voilà, non, à mon avis, c'est non, puisque s'ils ont le L, non, à l'heure d'aujourd'hui, ces personnes-là ne peuvent pas revenir aux États-Unis. D'accord. Voilà. Adeline, est-ce que tu as une visibilité sur combien de temps prend un visa, un dossier E2 en moyenne en ce moment? Oui, donc ça dépend. Enfin, encore une fois, moi, je travaille beaucoup avec Londres, Toronto et Paris ou la Suisse, mais on sait donc monter un dossier E2 une fois que nous avons tous les documents, ça peut être monté en 1-2 semaines. Ensuite, ces dossiers-là sont envoyés électroniquement à l'ambassade à Paris. Dans le passé, durant les beaux jours, c'était traité très rapidement. Là, je pense que il faut que donc on a eu des dossiers qui ont été envoyés en mai, donc le mois passé, on a des rendez-vous pour un interview E2 en juillet, donc plus ou moins 2 mois. D'accord. Je me dis qu'une fois que je pense que comme il va plus y avoir beaucoup de issuance de visas H, L et G, c'est possible qu'ils traitent voilà, ces dossiers-là sous un mois bientôt, mais il y a tellement de backlog par rapport justement aux rendez-vous qui ont été annulés, etc. Donc, mais 2 mois, ça reste très Extrêmement raisonnable. commandable. Oui, Oui, complètement. tout à fait. Et puis aussi, on peut faire de demande de E2 depuis les États-Unis. Donc, une personne qui a un statut qui lui permet de faire un changement de statut, on peut toujours envoyer ces dossiers-là aux États-Unis. Hein. Dans le passé, on ne le faisait pas trop parce que ça a toujours été plus avantageux, plus ou moins de dealer directement avec l'ambassade ou le consulat. Mais maintenant qu'il y a des délais de traitement, pourquoi pas? D'accord. Alors, des questions, je dirais, qui se rejoignent, donc, puisque l'executive order a vocation à favoriser donc, l'emploi de citoyens américains. Est-ce que les demandes de visa donc depuis le territoire américain ont plus de chances de validation ou d'approbation en ce moment, ou au contraire un ralentissement? C'est un peu impossible à déterminer. Normalement, un dossier d'immigration ne doit pas être décidé de manière subjective, mais par rapport au règlement d'immigration. Donc, mais peut-être pour revenir à la question que tu avais précédemment, pour les dossiers E2, quand on fait venir des E2 sous le statut employé, donc ce ne sont pas des investisseurs, mais des employés ou en tout cas des individus qui ont la même nationalité d'entreprise américaine, mais qui n'ont pas forcément eux-mêmes investi, on monte ces dossiers-là depuis et ça c'est pas du tout récent, c'est depuis le Buy American, Hire American. On monte ces dossiers-là en établissant de quelle manière cette personne-là, en fait, est indispensable pour l'entreprise américaine et qu'est-ce qu'elle a par rapport à, enfin, on les traite presque en indiquant pourquoi un Américain ne peut pas faire ce genre de travail-là. Donc, mais ça, c'est pour des E2. Pour ce qui est, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Ça a peut-être à voir avec ce que je disais précédemment sur le fait qu'on anticipe peut-être que l'administration Trump va remettre en cause toutes les Perm Labor Certification qui ont été issues sous les catégories EB2, EB3, donc Second Employment Base, Third Employment Base, donc des gens qui sont des foreign workers, qui ont été sponsorés pour la carte verte par l'entreprise, qui ont une liste d'approbation, qui ont une Labor Certification, donc des gens qui ont des Master's Degree plus 2, des Bachelor's Degree plus 5 ans d'expérience ou autres professionnels. Là, on pense que c'est possible que l'administration remette en cause ces dossiers-là. D'accord. Je pense que les questions, c'était essentiellement, est-ce que pour les visas pour lesquels il est encore possible donc de postuler actuellement, est-ce que on peut envisager plus de flexibilité, plus de souplesse de l'administration américaine? Je ne pense pas. Non, je pense que souplesse de l'administration américaine Trump, non, ça ne fonctionne pas trop comme ça. Non, je pense que les dossiers, en fait, encore une fois, hein, c'est tout le travail d'un avocat, c'est démonter de telle manière qu'on indique qu'en fonction des règlements, cette personne-là et cette entreprise-là qualifient. Donc, ça reste un challenge. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de souplesse. Sous cette administration-là, et le fait qu'il y ait de plus en plus de restrictions me prouve plus l'inverse. Moi, ça fait 10 ans que je ne fais que d'immigration américaine. J'ai reçu une notice d'approbation pour je te disais, Ludivine, pour un formulaire 140 pour un employé d'une entreprise américaine.
Et nous avons reçu une semaine après, une notice nous indiquant d'envoyer plus de preuves, après qu'on ait reçu une approbation. Donc, c'est tout nouveau. Et au contraire, je me dis que c'est peut-être une nouvelle trend qui indique que l'administration va être encore plus dure qu'elle ne l'a été. Voilà. Alors, une question, Adeline, et effectivement, pendant la préparation de cet entretien, on avait évoqué la problématique de passer par le Mexique ou le Canada pour rentrer aux États-Unis. Ah oui. Donc là, on a une question d'un des participants aujourd'hui qui nous informe qu'elle détient la résidence permanente au Canada, qu'elle travaille depuis le mois de février de cette année aux États-Unis sous visa L. Cette personne a dû rentrer en France d'urgence. Elle est bloquée en France actuellement et elle se demande s'il est possible pour elle de passer par le Canada pour rejoindre les États-Unis en respectant les 15 jours de quarantaine à l'arrivée aux États-Unis. Oui, on a entendu effectivement que c'est possible. Encore une fois, les gens, enfin, j'ai entendu dire que on peut rentrer, il n'y a pas de restriction du côté Mexique ou côté Canada. C'est faux. Elles existent, elles sont beaucoup moins strictes. Et elles diffèrent en fonction d'une entrée terrestre ou par voie aérienne. Mais si cette personne-là, étant résidente canadienne, peut rentrer au Canada et y demeurer pendant 14 jours, parce que CBP empêche toute personne qui a voyagé au cours des 14 derniers jours de rentrer aux États-Unis. Donc, si cette personne n'a pas de symptômes, est restée 14 jours au Canada et dispose d'un visa valide, puisqu'elle est française, donc elle aura un visa dans son passeport, elle devrait effectivement pouvoir revenir aux États-Unis par voie terrestre en prouvant que c'est un voyage essentiel. Après, CBP a clairement indiqué que voyager pour le travail demeure essentiel. Mais ce test ne devrait pas être appliqué quand on voyage par voie aérienne. Pour ce qui est du Mexique, je suis moins informée. Voilà. D'accord. Une question complémentaire par rapport à la durée de traitement des dossiers E2. Est-ce que la durée est différente pour les E2 employés que les E2 investors? Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Enfin, à mes yeux, c'est exactement la même chose. Après, si une compagnie, à Paris, la procédure est telle que si une compagnie a eu un dernier dossier E2 au cours des 12 derniers mois, il y a moins de documents envoyés. Donc, mais à mes yeux, j'ai jamais vraiment vu de différence entre un E2 investisseur ou un E2 employé en termes de traitement. Ça a toujours, dans le passé, été très rapide. Je pense que les délais aujourd'hui sont simplement dus à Covid et à la pandémie qu'on a, voilà, la crise sanitaire. D'accord. Et enfin, une question technique concernant la quarantaine. Donc, pour les personnes qui peuvent rentrer légalement aux États-Unis, est-ce que tout le monde est concerné par la quatorzaine? À mes yeux, toute personne qui rentre aux États-Unis depuis un certain pays, effectivement, alors je ne sais pas, je pense que chaque gouverneur de chaque État a des mesures de self-isolation qui diffèrent, donc je ne sais pas où cette personne va se rendre, mais oui, normalement, il y a effectivement une quatorzaine en place, je pense que DHS et certains agents et employés vérifient et envoient des personnes pour faire des vérifications. Moi, je travaille beaucoup avec le Canada et au Canada, je sais qu'ils envoient des gens sur place et l'amende au Canada pour ne pas respecter la self-isolation, va jusqu'à 750 000 $ canadiens. D'accord. Alors, donc, on a encore 2 ou 3 questions supplémentaires et je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc, est-ce que, Adeline, tu connais le délai actuel pour l'obtention d'une Green Card Manager? Bon, j'imagine que c'est pour quelqu'un qui est déjà aux États-Unis. Ouais, non, mais si vous connaissez, vous me dites. Non, c'est encore une fois, dans les beaux jours, avant août de 2018 ou 2019, c'est plus 2018, c'était des dossiers qu'on pouvait avoir. On pouvait avoir une green card sous 6 mois. Maintenant, on parle plus de 18 mois, je pense, pour être. Mais ça varie de chaque mois. On a eu les multinational managers exécutifs n'étaient pas avant sujets à des quotas. Avec l'administration Trump, les mesures qui ont été prises les années précédentes, on a eu maintenant des backlogs puisqu'il y a eu plus de demandes que de visas disponibles. Donc, tout est sujet à
à changement. Et je pense que voilà, chaque mois diffère. Chaque mois, on a des datas qui changent un petit peu. Mais je pense que pour être safe, on peut plus penser à 12 mois, 18 mois. C'est les délais encourus à l'heure actuelle. D'accord. Sans compter une labor certification. Donc là, je pense plus à quelqu'un qui est un L1A manager, par exemple, qui passe dont l'employeur envoie un dossier immigrant, donc le formulaire 140, donc de cette période-là jusqu'à l'interview, voilà, avec l'officier d'immigration, puisque maintenant ces demandes-là sont sujets à un interview avec un officier d'immigration. Je pense que 18 mois, c'est à l'ordre du jour. D'accord. Et donc, je vois une toute dernière question dans le chat. Bon, je pense que tu y as déjà partiellement répondu, mais donc, vu les circonstances économiques, quelles sont les chances de validation ou d'approbation d'une application PERM? Ah oui, la perm. Voilà, je pense que c'est ce dont j'ai répondu. Effectivement, beaucoup de gens se disent que c'est pas le meilleur moment pour envoyer des perms, étant donné le nombre de gens qui ont été licenciés aux États-Unis. On anticipe que beaucoup plus de travailleurs américains vont appliquer, en tout cas pour ces positions-là, qui sont des positions qu'on essaie d'offrir à un travailleur étranger. Encore une fois, oui, non, c'est une possibilité. Le DOR n'a jamais été très facile, hein, donc c'est quand même pas facile d'obtenir des perms. Est-ce que ça va changer? C'est possible, comme je vous dis, que l'administration Trump décide de remettre en cause toutes les labor certifications, les perms qui ont été approuvés pour certaines catégories d'employés. On anticipe une mesure comme ça, justement en raison du nombre de chômeurs aux États-Unis. D'accord. Mais ça ne devrait... Oui, voilà. Bien. Adeline, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton expertise avec nous, avec tous nos participants qui venaient de Nouvelle-Angleterre, du reste des États-Unis et de France. Donc, comme nous l'avions signalé, il s'agissait d'une session d'information. Si vous avez des questions particulières, il est important pour vous de vous rapprocher d'un avocat d'immigration qui pourra répondre spécifiquement sur votre cas particulier. La Chambre organise dans les prochaines semaines donc un nouvel événement de networking, notre Networking Café, qui aura lieu le 9 juillet. Donc, on vous encourage à nous rejoindre le 9 juillet à 11h EDT. Et Adeline, à très bientôt en personne, j'espère. Oui, merci. Au revoir. À très bientôt, Ludivine. Au revoir.